Salut Pierre, comment vas-tu? Ça va bien et toi Maximilien? Ça va super, je te remercie. Que fais-tu chez Origine? Alors moi je suis ingénieur bureau d'études, donc je travaille sur le développement des nouveaux cadres chez Origine, donc sur la géométrie, sur les encombrements, les spécifications des nouveaux cadres. Génial, alors là on a un beau GTR devant nous. Tu vas nous parler un peu de toutes les questions qu'on se pose tous quand on veut acheter un VTT. On parle de géométrie du cadre. Ça fait pas tout, on l'a vu, il y a des histoires de lay-up, la manière dont on réalise le drapage des fibres de carbone. Mais il y a quand même quelques questions, j'ai quelques questions, tu sais, moi je suis curieux par rapport à la géométrie du cadre, aux dimensions de tout ça. Ma première question, est-ce que la géométrie du cadre est très importante pour le comportement du vélo sur le terrain? Tout à fait, ouais. Donc en plus du lay-up, qui va déterminer le comportement du cadre, la géométrie c'est vraiment la première chose sur laquelle on va travailler pour définir le comportement du cadre. Parce que ça va définir en fait les points d'ancrage du cycliste sur vélo, mais aussi le dynamisme du cadre et sa stabilité ou sa non-stabilité en l'occurrence. Je te remercie, j'ai beaucoup de questions des internautes par rapport à la géométrie des cadres et notamment par rapport à la douille de direction. Donc il y a plusieurs questions qui viennent souvent et je pense qu'on fait un petit peu l'amalgame entre l'angle ici de la direction, le déport de la fourche et ce qu'on appelle la chasse. Est-ce que tu peux nous expliquer ces trois notions? Ok. Alors déjà, l'angle de direction, donc c'est l'angle que va prendre entre l'horizontale, donc l'alignement des axes et de roues, et le pivot de la fourche. Donc c'est cet angle-là. Ok. Ensuite, l'offset, ça va être la distance entre le pivot, si on le prolonge, et le bout de l'axe de la roue. Ok. Voilà. Ensuite, la chasse, c'est un élément qui prend en compte ces deux éléments-là. Donc en fait, c'est une distance donc, entre la projection de l'axe de la roue avant et le sol, et l'intersection entre le pivot et le sol. Donc c'est cette distance-là à peu près, si on peut s'imaginer. Ok, génial, alors je te remercie. Donc plus la fourche est inclinée, plus le vélo est stable? C'est ça. En fait, plus on va incliner donc, la fourche, donc le pivot, plus on va augmenter la chasse, ce qui va nous donner plus de stabilité en fait. D'accord. Mais alors, sur un vélo de descente par exemple, il y a un angle qui est fermé finalement, puisque la mesure l'angle est très faible, oui. Est très faible. Sous-entendu, la fourche est très inclinée, donc c'est très stable dans la descente. Mais sur un VTT comme celui-ci, on est sur quelle valeur d'angle de direction? On sera inférieur à un vélo de route, tout de même, mais on sera plus élevé en fait, par rapport à un vélo de descente, justement. Ok, sur le GTR, c'est quoi la mesure? 62 degrés à peu près. Ok, et sur un GT, c'est la même? C'est la même. Parce qu'en fait, on est sur le même moulage, il y a seulement la fibre de carbone qui va changer, donc l'angle de direction ne change pas. Ok. Cet angle de direction détermine énormément le comportement du vélo. Au-delà de la maniabilité, est-ce que ça détermine aussi la manière dont réagit finalement la direction? C'est ça. En fait, ça va définir donc, directement grâce à la chasse, parce que du coup, il n'y a pas que l'angle qui définit la maniabilité ou stabilité de la direction. C'est aussi l'offset de la fourche. Parce que si on augmente l'offset, donc on peut bien s'imaginer, en fait, on va réduire la chasse, puisque la projetée là, de l'axe va avancer vers le point de contact du pivot avec le sol. Et donc plus on augmente l'offset, plus on diminue la chasse, et inversement, plus on augmente cet angle de direction, plus on va diminuer la chasse. Ok, alors toi, quand tu conçois un cadre sur un nouveau vélo, tu travailles vraiment sur toutes ces données pour avoir un comportement à la sortie qui soit le bon comportement? C'est ça. En fait, on ne peut pas prendre des caractéristiques géométriques les unes à côté des autres et en changer juste une pour changer le comportement du vélo. Il va falloir en fait travailler sur l'ensemble des caractéristiques parce qu'elles interagissent entre elles. Du coup, sur la direction, par exemple, on va travailler à la fois sur l'angle de la direction, mais aussi l'offset. Et en fonction du comportement qu'on voudra donner au vélo, mais aussi des contraintes d'encombrement, par exemple du pneumatique ou de système qu'on va poser sur le vélo, eh ben, on va travailler sur ces composants-là. Et au final, toutes les caractéristiques géométriques en fait, vont interagir entre elles. C'est ça qui est important. On ne peut pas travailler sur un seul composant et ne rien changer. L'offset de fourche, il est standard quand on
se documente un peu, on parle de 42, 51. Est-ce que toi tu fais vraiment le réglage que tu veux ou tu dois obéir à certaines règles? C'est ça, vu que c'est des fourches qu'on achète d'usine dans le commerce, dans le cas des fourches de VTT, on ne peut pas changer l'offset. Le constructeur va peut-être prévoir plusieurs offsets différents, mais quand on va concevoir le cadre, on va concevoir le cadre autour d'une fourche précise avec un débattement précis et un offset précis. Alors, au-delà de l'angle de direction, il y a toute la manière dont le cadre est conçu. J'imagine qu'il y a tout le reste, donc les bases arrière. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de l'inclinaison du tube de selle aussi? On peut. Okay. Alors, l'inclinaison du tube de selle, elle ne va pas être déterminante sur le comportement du vélo directement. Ça va être plus être déterminant sur un point d'appui du cycliste sur vélo. Et en particulier, on va pouvoir plus ou moins déplacer le cycliste par rapport au boîtier de pédalier. Donc ça va jouer aussi sur l'efficacité du pédalage. Plus on sera sur l'avant, par exemple sur un vélo de route, on est plus vers l'avant. Donc on va maximiser la traction. Sur un VTT, on va plus se mettre sur l'arrière, délester la roue avant pour avoir plus d'efficacité au freinage sur la roue avant, par exemple. Donc il y a différents critères à prendre en compte en fonction du vélo qu'on veut faire. D'accord. Donc c'est toi qui décides un peu où va s'asseoir le pilote du VTT. C'est ça. En fonction de l'angle ici, tu vas le rapprocher plus ou moins d'un de ces points d'appui qui est l'avant ici. Sachant que ce n'est pas totalement déterminant, puisqu'on peut jouer avec le chariot de selle. Bien sûr. Donc on peut s'avancer nous-mêmes, on peut faire nos réglages. Donc l'angle du tube de selle va aussi être déterminé, en particulier par les encombrements des pneumatiques, par exemple. Ça va jouer pas mal là-dessus. Ok, ça c'était la question angle de tube de selle. Maintenant, je pense que j'ai l'impression que pour le comportement du vélo, les bases arrière et surtout le triangle arrière a une très grande importance également. C'est important parce que on dit généralement que des bases plutôt courtes vont donner un vélo qui sera plus rigide, qui sera plus réactif sur l'arrière. Après, on a certaines contraintes d'encombrement qui font que on ne peut pas non plus les réduire comme on veut toujours. Notamment pour passer des pneumatiques larges et une denture de pédalier à l'avant qui est plutôt élevée. Parce qu'on va se retrouver au final avec une feuille à la place d'une base. Donc il faut jouer en fait avec ces différents critères. Ok. Je sais qu'il y a un designer ici chez Origine, il fait son design, etc. Mais toi, tu calcules aussi la faisabilité de tout ça? C'est ça. En fait, moi, je travaille donc d'abord sur la géométrie. Et après, de cette géométrie, je vais travailler sur les spécifications et les encombrements des éléments qu'on va monter sur le vélo. Donc ça, c'est super important chez Origine parce qu'on fait du configurable. Donc il faut être capable de s'adapter à différents groupes, de différentes marques. Et donc pour que tout soit montable sur le vélo, en fait, je vais cadrer le travail du designer Alexandre pour qu'il puisse travailler dans un espace de travail qui directement va donner un cadre qui sera compatible avec les éléments qu'on veut monter sur le vélo, en termes d'encombrement et de spécification. Ok. Quels sont les éléments pour toi lorsque tu conçois un vélo? Quelles sont les premières questions que tu te poses sur la géométrie du cadre? Sur la géométrie, déjà je vais étudier le cahier des charges qu'on va définir avec la direction. Donc on va partir d'une certaine pratique. Et de cette pratique-là, on va directement prendre des décisions en termes de géométrie qui sont en accord avec notre philosophie, avec les vélos qu'on a déjà fait. Mais on va aussi étudier le marché, on va regarder ce qui se fait, parce que même si la géométrie d'un vélo, ça peut paraître quelque chose qui est plutôt établi maintenant, il y a des tendances qui se font. On suit ça, on regarde, on étudie tout ça, et on regarde si on est dans le coup, bien sûr, tout ce genre de choses. Donc après, par contre, c'est difficile de vraiment se concentrer sur un point particulier de la géométrie, parce que comme dit, c'est un ensemble de caractéristiques qu'il va falloir déterminer. Et on ne peut pas se concentrer seulement sur un seul point. Un bon VTT, pour le coup, là on est en cross-country. Un bon VTT cross-country, c'est pas trop d'angle à l'avant, c'est des bases très courtes, et c'est un vélo qui est un peu sloping, comme ça, un peu incliné, c'est un vélo qui est court. Voilà, on va chercher un vélo qui est plutôt court, parce qu'on ne cherche pas non plus trop de stabilité. On veut un vélo réactif, donc on va tenter d'avoir les bases les plus courtes possibles. Et vu qu'on va limiter en fait la chasse, parce qu'on n'a pas besoin d'un vélo justement qui est trop stable. Donc on va limiter la chasse, c'est-à-dire qu'on va limiter l'inclinaison de l'angle de la douille. Ok. Tu vas nous montrer un petit peu sur ton ordinateur comment tu modélises un peu les cadres et comment tu travailles et comment tu conçois un cadre, et puis surtout quelles sont les limites finalement, le cahier des charges
quand tu passes, tu fais des échanges avec le prototypage, j'imagine, ou le designer pour lui donner finalement son cadre de travail. Ok. Donc est-ce que tu peux nous montrer comment tu démarres la conception d'un vélo? Tu pars d'une feuille blanche ou tu as déjà un cahier des charges? Alors j'ai un cahier des charges qu'on va définir avec la direction. Donc d'abord on va partir d'un type de pratique. D'accord. Pour définir vraiment ce à quoi le vélo sera destiné. Ok. Et au fur et à mesure de l'avancée de ce cahier des charges, on va définir des points de plus en plus précis, comme des largeurs de pneumatiques, des dentures de pédalier, des standards d'axe, de boîtier, de douille, pour vraiment définir de plus en plus précisément le vélo qu'on va concevoir. Ok. Voilà. Donc là, on te donne déjà un peu les longueurs des bases, l'angle de direction, ce genre de choses, ou ça c'est toi qui... Non, là, ça, la géométrie, on n'a pas encore travaillé dessus, là, du coup. D'accord. Et c'est toi qui élabore la géométrie, qui fait des propositions. Une fois que j'ai donc toutes ces données du cahier des charges, je vais travailler sur la géométrie. C'est après avoir défini vraiment précisément le cahier des charges. Tu peux nous montrer alors ce que tu fais sur le logiciel ici en 3D? Alors donc, en gros, je commence par ça. Okay. Une esquisse de géométrie. Donc tu as une base de géométrie, c'est toi qui détermines un peu toutes les longueurs? C'est ça, donc là en gros je vais travailler sur la géométrie, je vais déterminer nos angles de direction qu'on voit ici, l'angle du tube de selle, le départ du boîtier, la longueur de la base, la longueur de la fourche, l'offset, vraiment toutes les caractéristiques géométriques qui vont me permettre de placer les points du vélo. Voilà. Ok, ensuite tu as une modélisation de tout ça, donc, ensuite, avec des reliefs? Donc mon but ensuite c'est de donner à Alexandre, donc le designer, un espace de travail en 3D dans lequel il pourra travailler pour relier tous ces points et à la fois respecter la géométrie, respecter les spécifications des composants qu'on va mettre sur le vélo et leur encombrement. Alors ça, est-ce que tu peux me montrer justement comment tu fais par rapport au cahier des charges sur l'encombrement des différentes pièces? J'imagine encombrement de tout ce qui est en rotation, un truc du genre? Alors, donc, j'ai deux fichiers que je lui donne, un fichier de spécification. Donc en gros, vu comme ça représente pas grand-chose. Mais c'est intéressant, ouais. On peut voir la douille, le boîtier, l'axe, le standard d'étrier de frein ici qui est flat mount. Et donc tout ça, ça permet à Alexandre de définir dans l'espace ses spécifications. Et après ça, je lui donne aussi un fichier d'encombrement. Génial, qui devra respecter. Donc là, on voit le pédalier, la roue arrière avec les pneus, éventuellement un garde-boue. Donc là, c'est vraiment juste sur le vélo, on ne voit pas ce qui appartient à la fourche. Et en gros, avec ça, Alexandre, il va travailler sur une 3D qui va directement respecter toutes les spécifications et les encombrements des composants qu'on va mettre sur le vélo. Donc, peux-tu revenir à l'écran précédent? En fait, là, tu dois déterminer les critères de manière à ce que la place finalement que va prendre chacun des composants. C'est-à-dire qu'évidemment, il ne faut pas que la roue frotte contre le cadre, il ne faut pas que quand tu pédales, tu viennes taper le cadre à chaque fois que tu fais un tour de pédale. C'est ça, et en prenant en compte toujours des tolérances entre ce qui est en mouvement et le cadre. Donc il y aura toujours un petit jeu entre par exemple le pneumatique et le cadre. Si jamais, par exemple en VTT, s'il y a la terre ou des petits débris de la route qui remontent, ils vont pouvoir frotter entre le cadre et le pneu, donc il faut toujours prévoir un petit jeu. En route, c'est pareil. J'imagine en plus que là, pour la partie pédalier, ici, on est d'accord, ça c'est le mouvement de pédalier, ça dépend forcément de la longueur de manivelle. C'est ça, donc en gros, je me base sur les longueurs max. D'accord. Les longueurs de manivelle max, les longueurs, le diamètre de denture max, on va monter sur le vélo, qui vont être les plus contraignantes en fait. Je ne vais pas me baser sur la plus petite denture pour faire ma conception. Et ça nécessite forcément que tous les constructeurs de pièces t'envoient le cahier des charges et l'encombrement de chacune des pièces. C'est-à-dire que si je monte, pour un VTT par exemple, un pédalier SRAM ou un pédalier Shimano, SLX ou autre, c'est pas forcément le même encombrement. Ce ne sera pas le même encombrement en fonction des dentures, mais disons que les constructeurs s'harmonisent quand même au niveau des standards, donc c'est pas aussi difficile que ça non plus. Mais après, il faut que je vérifie en fait directement chez le constructeur les encombrements pour définir là où j'aurai de la place ou là où j'en aurai pas. Ok. Et alors pour la partie freinage, tu vas donner à Alexandre les éléments de situation des étriers. Tu vas leur dire l'étrier, on le met à quel endroit sur le cadre, etc. Ça. Alors sur un vélo de route ou un vélo qui n'est pas non triangulaire n'est pas mis en mouvement,
ça va pas poser de problème. Donc là, ça va purement être une question esthétique. Donc le but, c'est d'intégrer l'étrier flat mount le mieux possible dans la base. Après, oui, sur un vélo tout suspendu, le but, ce sera de choisir de manière habile l'endroit où l'étrier va se positionner pour que l'action de freiner n'ait pas une incidence sur la cinématique. Sur la cinématique de suspension. C'est ça. Très important. Ok, je te remercie. Alors, en fait, il y a des échanges, des allers-retours entre toi et Alexandre au design. C'est quand même toi qui vas calculer un peu l'épaisseur et les dimensions des sections finalement des tubes de cadre, ou est-ce que c'est Alexandre? Est-ce que toi tu vérifies derrière? Comment ça fonctionne? Alors, c'est en gros, Alexandre il va travailler sur le design. Donc il va définir des sections de tubes qui seront esthétiques. Et c'est après, quand on va travailler sur le drapage, donc une fois que le design sera validé, qu'on va peut-être reprendre en fait ces sections-là et les optimiser en fonction du drapage qu'on va choisir. Donc c'est à ce moment-là qu'on va choisir. Mais d'abord, on travaille sur l'esthétique et après, éventuellement, on reprend les choses. Ok. Est-ce que tu peux nous montrer avec ce logiciel un peu magique là, de 3D, de modélisation du cadre? Tu t'occupes, j'imagine, évidemment d'intégrer tous les éléments qui sont là sur le cadre? Voilà, oui. Bah, du coup, une fois qu'Alexandre a fini sa partie esthétique, moi, je vais travailler sur l'intégration des pattes de dérailleur, de tout ce qui est pièces de routing, les arrêts de gaine, les guides de gaine sous le boîtier, ce genre de choses. Donc je vais dessiner toutes ces petites pièces et je vais les intégrer sur le cadre. C'est toi qui fais l'intégration globale de toutes ces parties. Voilà. À l'arrière, il y a aussi la partie axe, c'est ça? Il y a la patte de dérailleur. La patte de dérailleur arrière, l'axe, donc là c'est en 3 axels standard Shimano. Mais du coup, il y a certaines spécifications à respecter. Donc là, c'est le moyen de les vérifier, donc c'est de travailler directement avec les encombrements sur la 3D. On ne se rend pas compte comme ça, mais il y a plein de petits détails, de petites formes du cadre pour intégrer toutes ces pièces. Oui, bien sûr. Ouais. Donc moi, je vais retaper dans la 3D pour intégrer toutes les pièces de routing et les pattes de derrière, bien sûr. Ouais. Ok, donc merci pour tout ça. Qui est-ce qui décide du comportement du vélo? Quel est celui qui va déterminer le comportement du vélo? C'est un aller-retour entre les trois, c'est-à-dire les up, drapage, donc design et ici bureau d'études. C'est un travail qui se fait à plusieurs. Alors oui, donc le design, le but du design, c'est pas de déterminer le comportement du vélo, c'est juste que le vélo soit beau en fait. Après, comme j'ai dit, on va retravailler éventuellement sur la section des tubes, donc là par contre ça va avoir une incidence sur le comportement. Mais les deux choses qui sont vraiment importantes, c'est la géométrie. Donc la géométrie, c'est la première étape. Ça c'est toi. Voilà. Donc là, ça va être vraiment des critères géométriques qui vont déterminer le comportement. Mais au-delà de ça, après, le travail sur le drapage, donc comme tu disais, le lay-up, va aussi caractériser le comportement du cadre, puisqu'on va vraiment adapter le comportement mécanique du cadre en fonction des fils de carbone qu'on va mettre en place. Ok, alors génial, on en arrive à la question que j'avais envie de te poser sur le comportement d'un vélo. Évidemment, en fonction de la vitesse, le comportement n'est pas forcément le même. Et quels sont les deux critères les plus importants? C'est vraiment la direction. Et puis après, on parle d'effet gyroscopique. Qu'est-ce qui fait que le vélo reste droit en fait? Ouais, en fait, le vélo, il va avoir tendance à vouloir rester le plus droit possible, plus on augmente la vitesse. Donc, ce fait, on va dire, là que le vélo reste droit quand on augmente la vitesse, il est dû à différents facteurs. Notamment la chasse, donc directement la géométrie de la direction, avec l'angle de direction et l'offset de la fourche, mais aussi l'effet gyroscopique, comme tu le dis. L'effet gyroscopique qui augmente avec l'augmentation de la masse de la roue et l'augmentation de sa vitesse de rotation. Donc l'effet gyroscopique, c'est en gros, tu prends une roue, tu la fais tourner et tu essayes de changer l'axe, enfin la direction de l'axe de rotation. Tu vas remarquer que c'est difficile. Et en fait, ça, concrètement, sur le vélo, ça va se caractériser par le fait que le vélo a envie de revenir à une position verticale. Plus on va vite, plus on roule vite. Ok. Moi, j'ai fait un essai. C'est quand on est sur un vélo, on a envie de tourner à gauche. Pour que ça tourne vite et que ça tourne bien à gauche, sur un VTT en tout cas, on donne un petit coup de guidon vers la droite, le vélo se penche à gauche et ensuite on rattrape. Voilà, donc on fait un contre-braquage, j'allais dire. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce phénomène? C'est ça, c'est ce qu'on appelle un contre-braquage. Donc c'est quelque chose qu'on apprend quand on passe le permis moto par exemple. Parce que sur la moto, du coup, l'effet gyroscopique est très élevé parce qu'on va très vite et on a des roues qui sont plutôt lourdes. Donc ouais, quand on veut s'engager dans un virage avec ces contraintes-là, en général, on va contre-braquer
ce qui va faire pencher, en fait, venir pencher soit la moto, soit le vélo dans le virage. Ok, donc je veux tourner à gauche, je suis dans une descente, dans un single track enflammé, on va dire. Hein, je veux partir à gauche, je donne un petit coup à droite, le vélo se penche à gauche et hop, je rattrape si je tourne à gauche. Et ça permet de tourner plus vite. C'est ça, ça permet de mieux s'engager dans le virage. Okay. Parce qu'en fait, le fait de contrebraquer va naturellement faire pencher le vélo dans la direction du virage. Et ça, c'est directement lié à l'effet gyroscopique. Puisque en fait, l'effet gyroscopique, c'est on met donc cette roue en rotation. Okay. On va faire tourner sur un autre axe la roue, et au final, en fait, c'est le troisième axe sur lequel elle va tourner. Donc on va contrebraquer, et au final, on va pouvoir pencher le vélo pour s'engager dans le virage. Donc on lui donne une information, et lui va vouloir rectifier tout de suite, ce qui va t'aider à mieux tourner. C'est ça, en gros, on va tourner en fait dans une direction qui est perpendiculaire à celle qu'on a donnée en fait. Ok, alors je te remercie. Moi j'ai une autre question. Est-ce que finalement la longueur de potence, l'angle de la potence et surtout la largeur du cintre ne va pas déterminer aussi le vrai comportement du vélo et sa maniabilité sur le terrain? Ça ne va pas déterminer le comportement du vélo, mais ça va déterminer la facilité de jouer avec la direction en fait. C'est ce qu'on peut voir par exemple quand on compare un vélo de route avec un VTT. En général sur un vélo de route on aura une potence plus longue. D'accord. Parce qu'on voudra une direction assez stable. Okay. Et on ne voudra pas que quand on tourne le cintre, ça ait des grosses incidences sur les changements de direction. Alors que sur un VTT, on va faire au plus court au niveau de la potence et un cintre le plus large possible pour vraiment avoir une grosse incidence sur la direction. Ok, génial Pierre, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions ici chez Origine. Merci à toi. Je t'en prie.